le Rwanda vient d'être pris à nouveau la main dans le sac de l'agression contre la République démocratique du Congo. Un nouveau rapport officiel de l'ONU affirme de manière formelle et sans l'ombre d'une contestation possible que le M23 et l'armée rwandaise, c'est en fait la même troupe. Que l'armée rwandaise, elle-même, en fait, c'est elle-même qui coordonne l'agression contre le Congo. Et c'est de ce rapport qu'il est question dans ce court élément que je vous fais écouter maintenant. Écoutons la restitution de ce rapport avant d'aller plus loin. Ce qui m'intéresse dans ce rapport, c'est que bien sûr, eh bien, il embouche un coin à tous ceux qui s'acharnent à vouloir toujours angéliser Kagame, à vouloir le présenter comme un dirigeant moderne, visionnaire, exceptionnel, etc. Non, Kagame, c'est d'abord un pilleur. C'est quelqu'un qui pille et qui vole les richesses du Congo. C'est ce qu'il est. Et c'est ce que dit l'ONU. Ce n'est pas Nyamsi ou Cameroun qui le dit. C'est l'ONU en est venue à être obligée de constater que l'évidence est là. Les autorités congolaises, même avant Félix Tshisekedi, se sont souvent plaintes de cela. Depuis Laurent Désiré Kabila notamment, elles se sont plaintes, les autorités congolaises. On ne les a pas écoutées. Exactement comme les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens se plaignent eh bien, de l'ingérence de la puissance française dans leurs affaires intérieures. Eh bien, le monde entier fait semblant de ne pas entendre. Mais ça fait maintenant plusieurs décennies que la responsabilité directe du Rwanda dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo est soulignée par toutes les sources concordantes. Et il y a une chose curieuse, c'est l'absence de réaction, l'absence de mesures, l'absence de sanctions, et absence de réaction, absence de mesures, absence de sanctions, qui précisément nous donne une indication sur la nature de la déstabilisation. Et qui nous amène à considérer que mais le Rwanda n'est pas seul. Il représente un conglomérat d'intérêts hostiles à l'Afrique. Le Rwanda est en réalité la main visible d'un complot invisible, d'une vaste organisation de prédation de l'Afrique dont nous allons décrire les fondamentaux à l'occasion de l'examen de ce nouvel élément. Mais donnons d'abord la parole, ici, à la presse française qui rapporte le rapport de l'ONU. La presse française rapporte le rapport de l'ONU. Après le chèque de... En République démocratique du Congo, Médecins sans frontières a affirmé dans un communiqué que la situation humanitaire reste volatile dans le Massissi. Plus de 10 000 personnes sont venues trouver refuge dans l'hôpital de Massissi Centre alors que les combats se poursuivent dans la région. C'est dans ce contexte qu'a été publié le nouveau rapport des experts de l'ONU qui pointe encore une fois du doigt le soutien de Kigali aux rebelles du M23. Les précisions de notre correspondante Aurélie Bazara Kibongola. Le soutien du Rwanda au M23 se précise. Selon le dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU, entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais sont déployés aux côtés des rebelles du M23 dans le Nord Kivu. Alors le rapport détaille l'implication directe de l'armée rwandaise qui supervise les opérations du M23 et lui fournit des armes de haute technologie. Alors sur le terrain, les experts affirment que la zone contrôlée par le M23 et les forces de défense rwandaises a augmenté entre avril et début novembre, notamment dans les territoires de Massissi et de Walikale, et ce, malgré le cessez-le-feu censé être en vigueur depuis le 4 août. Le rapport pointe également les recrutements volontaires ou forcés, y compris de mineurs, par les rebelles du M23. Les experts de l'ONU affirment que des milliers de recrues ont été formés, des formations militaires, mais aussi idéologiques visant à endoctriner les populations locales. Sur l'aspect économique, ils affirment que le M23 contrôle l'exportation d'environ 120 tonnes de coltan par mois vers le Rwanda. L'exploitation se fait sur les sites miniers de Rubaya, l'une des plus grandes sources de coltan au monde. Alors que l'armée congolaise est en pleine contre-offensive contre les rebelles du M23, le président rwandais Paul Kagame a estimé ce jeudi que les pourparlers de paix entre Kigali et Kinshasa, qui sont au point mort, ne s'attaquaient pas aux réels problèmes des conflits à l'est de la RDC. Explication de notre correspondant, cette fois-ci dans la capitale rwandaise, Clément Diroma.
Lors d'une conférence de presse ce jeudi, le président rwandais Paul Kagame n'a pas adressé les accusations des experts de l'ONU envers les activités militaires de Kigali dans l'est de la RDC en soutien au M23. Kagame aura pourtant parlé pendant 1 heure du conflit au Nord Kivu, détaillant les racines historiques de cette guerre selon lui et affirmant que le M23 est un problème uniquement pour la RD Congo. Le chef de l'État rwandais ne s'était pas rendu fin décembre à une rencontre prévue avec le président congolais Félix Tshisekedi, qui avait donc été annulée. Kagame a expliqué que ces négociations, sans les nommer précisément, ne s'attaquaient pas aux racines du problème et ne servaient qu'à se prendre en photo sans obtenir de résultats concrets. Et puis, ce n'est pas la première fois, mais Kagame a rappelé qu'il défendrait son territoire national quoi qu'il en coûte et a insisté sur le besoin pour Kigali de neutraliser les FDLR, les miliciens ex-génocidaires basés en RDC. Au final, le président rwandais affirme vouloir continuer à chercher une solution au conflit, mais sans préciser exactement sous quelles conditions. Très bien. Ce court élément nous permet de commenter la situation. Paul Kagame, devant la presse, ce jeudi, n'a pas été capable de répondre aux accusations de l'ONU. Pourquoi? Pourquoi Kagame n'a pas répondu aux accusations de l'ONU? Parce qu'il sait qu'elles sont vraies. Et que c'est trop tard, même ses propres alliés n'hésitent pas à se défausser sur lui pour ne pas assumer leurs responsabilités. La responsabilité du régime rwandais dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo est une vérité scientifique. Il faut être du diable. Il faut souper nuit et jour avec le diable pour nier cette évidence. Le rapport de l'ONU documente les raisons pour lesquelles le Rwanda attaque le Congo. Le Rwanda attaque le Congo pour voler le minerai congolais. Et à qui le Rwanda vend-il le minerai congolais? Il le vend pour l'essentiel aux grandes puissances occidentales. La preuve, l'Union européenne s'est permise de signer une convention d'exploitation et de commercialisation de minerais précieux qui sont extraits en République démocratique du Congo, mais avec le Rwanda. L'Union européenne, soit une trentaine de pays occidentaux, a signé une convention avec le Rwanda sur l'exploitation et la commercialisation des minerais précieux de la République démocratique du Congo, que le Rwanda est supposé voler au Congo pour les vendre aux Européens. Voilà que le rapport de l'ONU documente même les puits où le Rwanda vole le coltan pour le vendre aux Européens et aux Asiatiques. Le rapport de l'ONU établit donc d'une manière très claire que la guerre menée par le Rwanda contre le Congo a pour but le pillage du Congo. Et Kagame se réfugie derrière l'argument qu'il a des adversaires politiques, les FDLR, c'est-à-dire les soldats issus de l'ancien régime, de Juvenal Habyarimana, ces soldats-là, que le FPR de Kagame a chassé du pouvoir à Kigali. Et j'en profite pour corriger une erreur. L'accident de 1994 qui a tué l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana ne l'a pas tué avec le président Melchior Ndadaye, mais il y avait plutôt un président Cyprien Ntayamira, quelque chose comme ça, le nom ne me revient pas, mais ce n'était pas Melchior Ndadaye qui a été tué ce jour-là. Merci à mes amis du Rwanda et du Burundi qui m'ont rappelé ça. C'était plutôt Cyprien Ntayamira qui meurt ce jour-là avec Habyarimana. Donc, corrigez bien cela, ce n'est pas le président Ndadaye qui meurt ce jour-là. Mais enfin, donc Kagame a un argument qui est toujours son alibi, c'est mes opposants politico-militaires, les FDLR, donc les anciens du régime Hutu que j'ai renversé à Kigali par coup d'État et par la guerre, ils sont au Congo et ils sont prêts à m'attaquer. Donc, par conséquent, je me défends contre eux, ce qui me permet de temps en temps d'entrer au Congo faire des ravages. Mais Kagame ne veut pas affronter la question de sa participation au pillage, la question de son encadrement, justement, du M23, qui n'est rien d'autre en fait qu'un détachement de l'armée rwandaise. Pourquoi Kagame ne veut-il pas faire face à cela, à cette question? Mais parce que cette question est vitale pour sa conception du développement du Rwanda. Kagame conçoit que pour que le Rwanda se développe, il faut qu'il pille le Congo.
Et il a le même problème que les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux. Ils sont incapables de concevoir une relation à l'Afrique qui ne soit pas une relation d'extorsion, de domination, d'aliénation. Kagame est incapable de concevoir une relation au Congo qui ne soit pas une relation d'exploitation, d'extorsion et d'aliénation. Mais Kagame tout seul ne peut pas faire cela. Et c'est là le problème que je veux réexaminer ce soir. Qui arme Kagame? Ceux qui arment Kagame sont ceux qui achètent le minerai congolais volé par Kagame, c'est-à-dire les grandes puissances occidentales. L'Union européenne, les États-Unis, la Grande-Bretagne, tous les pays qui achètent le minerai congolais volé par Kagame sont ceux qui arment Kagame. Parce que c'est avec l'argent qu'ils lui donnent, en échange des minerais congolais volés, que Kagame s'approprie des armes. Autrement dit, les grandes puissances occidentales qui achètent le minerai congolais volé par Kagame financent la guerre de Kagame contre le Congo, parce que c'est la condition même de ce vol. Nous avons encore ici donc un terrain d'application de la doctrine otanienne du diviser pour mieux régner, du ordonné par le chaos, la doctrine du capitalisme du désastre, que Naomi Klein a appelé disaster capitalism. So let me say it in English so that we know that we know. Mr. Kagame has been acknowledged by a United Nations report like the man responsible of the war against Congo in the Kivu region, in the eastern part of Democratic Republic of Congo. An official report of the United Nations clearly affirms that Rwanda is not different from M23. It is the same Rwandan army which is attacking Congo. But why? The report precises that Rwanda is attacking Congo because they need to loot Congolian natural resources for the prosperity of their own country. And the report of the United Nations precises that Rwanda is particularly looting not only gold, diamond, and so on, is looting coltan and all those material needed by the most important Western companies. This is the case for lithium and so on. But the problem is, who arms, who give weapons? Who give those weapons used by Rwanda against DRC? Who is arming Rwanda? The answer is very clear. Those who are buying the Congolese natural resources stolen, looted by Rwanda in the eastern part of Congo are those who finance the budget of the Rwandan army, because they need the Rwandan army to attack, to destabilize, and to loot Congolese resources so that they can get them at a very low price. This is the truth of the report of the United Nations. Let it be said clearly and straight. The most important supporters of the Rwandan regime of Kagame are the European Union, the United Kingdom, and the United States of America. They know why they support him, because by supporting him, they can get Congolese natural resources at a very low price, and quite for nothing. That's why they give equivalent money to Rwanda so that Rwanda can buy its weapons, pay its army, and develop its so-called modern state paradigm. This is the truth. And this truth should be known everywhere on this earth, why millions of Congolese people are dying, starving, because of the criminal at the head of Rwanda. It must be known. Every singular African, man or woman, must denounce the ugly game, the horrible game of Mr. Kagame against our
people in Congo. We must denounce that because he intends to maintain our people of Rwanda and our people of Congo in division, in war, where in peace, harmony, and mutual understanding, another future could be possible. Oui, il faut qu'on le dise. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est l'ONU qui dénonce le Rwanda, mais qui n'a pas le courage de dénoncer ceux qui soutiennent le Rwanda. La vraie question aujourd'hui, c'est le monde entier qui sait que Kagame fait cela pour piller le Congo et brader les ressources congolaises à l'Europe, mais on ne condamne pas à l'ONU avec la même vigueur l'Europe qui soutient Kagame. On ne condamne pas à l'ONU avec la même vigueur les États-Unis qui soutiennent Kagame. On ne condamne pas avec la même vigueur la Grande-Bretagne qui soutient Kagame. Et qui actuellement fait avec lui d'ailleurs des tractations pour le commerce des migrants, la traite des migrants. Ils sont allés jusque-là. Ils ont même voulu associer la République démocratique du Congo à leur traite des migrants. L'Angleterre serait prête à envoyer des migrants apparemment superflus de son sol vers le Rwanda et on a envisagé la République démocratique du Congo pour accueillir les indésirables d'Europe. Ils sont allés plus loin. Même Israël est allé jusqu'à proposer la déportation des migrants, des Palestiniens de Gaza vers l'Afrique. Je l'ai lu sur un site officiel d'information de l'État d'Israël. Des tractations en vue de déporter les Palestiniens en Afrique. Et toujours impliqué dans ces affaires-là, Kagame. Mais on a cité dans cette affaire-là la République démocratique du Congo. On est même allé jusqu'à citer dans cette affaire-là le Tchad, qui aurait été contacté par ces monstres pour déporter les êtres humains en échange de quelques espèces sonnantes et trébuchantes. C'est très grave. Donc je dénonce ici, dans cette affaire, l'omerta africaine, nous, Africains d'abord, notre omerta, sur la tragédie du Congo. De la même façon que nous devons dénoncer le soutien au terrorisme qui ensanglante l'Afrique de l'Ouest, mais nous devons unir nos forces pour aider le peuple congolais à dénoncer le grand complot organisé contre lui. Nous ne pouvons pas laisser les Congolaises et les Congolais seuls à eux-mêmes. Mais de l'autre côté, vous voyez très bien que le Congo est piégé par la nature de son régime politique. Comme je l'ai toujours dit, Félix Tshisekedi a les mêmes maîtres que Paul Kagame. Et Kagame et Tshisekedi, on s'amuse à leur cogner les têtes parce que cela profite à ceux justement qui récupèrent derrière les richesses du Congo. Félix Tshisekedi a pour maître l'Union européenne, a pour maître le duo anglo-américain. Il adore, bien sûr, la puissance israélienne, dont il parle avec des accents prophétiques complètement déplacés et hors sujet. Félix Tshisekedi a les mêmes maîtres que Paul Kagame. Et donc, il sait très bien que ce sont ses maîtres à lui, Tshisekedi, qui organisent la guerre entre lui et Kagame. Et Kagame sait que ce sont ses maîtres à lui, Kagame, qui organisent la guerre entre lui et Tshisekedi. Nicolas Sarkozy de Nagui Boksha, l'un des agents diplomatiques qui ont souvent été mobilisés dans cette sous-région pour y transférer leurs nuisances, a affirmé ceci. La solution du conflit entre le Rwanda et le Congo, elle consisterait à faire que le pays le plus peuplé, mais avec un petit territoire, bénéficie des richesses du pays le moins peuplé, mais ayant un grand territoire. Nicolas Sarkozy a dit que le conflit rwando-congolais serait résolu lorsque une partie du territoire du Congo serait donnée au Rwanda pour que le Rwanda bénéficie de ses richesses et nourrisse sa population extrêmement importante. À ce moment-là, le Rwanda laisserait le Congo tranquille. C'est ce qu'a dit Sarkozy. C'est sa proposition. Et il y a eu un conflit presque affleuré moucheté lorsque, lors d'une visite du président Emmanuel Macron, président français, au Congo, celui-ci a dit que la France était prête à aider les populations déplacées de guerre à bien se réinstaller dans les zones où elles se sont déplacées.
Félix Tshisekedi connaît très bien le dossier, a bien entendu par là que le président français proposait une aide qui allait légitimer l'expropriation des Congolais, puisqu'il s'agit de les aider à se réinstaller là où ils ont fui. Non pas à revenir là d'où ils sont partis, revenir sur la terre de leurs ancêtres. Alors que la partie française proposait d'aider les déplacés de guerre à s'installer là où ils se sont déplacés. Ce qui veut dire, en fait, de céder le territoire congolais au M23, c'est-à-dire au Rwanda. Félix Tshisekedi intervient en disant non, 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 nous voulons de l'aide pour ramener nos populations dans leur contrée d'origine, ramener nos populations sur la terre de leurs ancêtres. Si cette aide ne sert pas à cela, ça veut dire quelque part, vous voulez uniquement nous aider à abandonner nos terres au Rwanda. Mais Tshisekedi rêve-t-il que l'Occident politique, ayant organisé son coup fourré contre le Congo, décide de retourner son couteau contre lui-même? C'est la question qu'on doit poser à Tshisekedi et à toute la classe politique congolaise. Le 2 août 1939, Franklin Delano Roosevelt recevait une lettre écrite par le grand savant germano-américain Albert Einstein. Einstein disait que dans la bataille pour la domination du monde, il était important que les États-Unis s'assurent que les Russes et les Allemands n'aient pas la main sur le sous-sol congolais et notamment sur le redoutable uranium qui permettrait de développer l'arme nucléaire. Il disait qu'il est important que les Congolais, la République démocratique du Congo, qu'on appelait alors le Congo belge, quelle expression abusive, il était important qu'ils ne soient jamais les maîtres de leur sous-sol. C'est la lettre du 2 août 1939 d'Albert Einstein à son président Franklin Delano Roosevelt. Cette lettre donne le cadre et l'orientation de la politique congolaise, de l'Occident en général, de l'OTAN et des États-Unis en particulier. Ne jamais laisser s'installer à Kinshasa un pouvoir nationaliste, un pouvoir panafricaniste. Voilà pourquoi ils vont organiser l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Il va avoir le malheur de s'opposer à cette logique. Il s'appelle Dag Hammarskjöld. Il est secrétaire général des Nations Unies à cette époque. Il sera tué. Son avion sera abattu dans le ciel de la Zambie. Le pauvre Dag Hammarskjöld, qui avait beaucoup d'admiration, d'affection pour le grand leader, le grand héros congolais, Patrice Lumumba. Il sera tué. Pour s'être opposé à ce plan d'expropriation du Congo, qui lui a valu l'imposition à sa tête du monstre Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. Alors, la question congolaise, elle doit être formulée d'une manière claire et simple. Tant qu'à Kinshasa, une élite révolutionnaire, panafricaniste, patriotique, n'a pas pris le pouvoir, le conflit rwando-congolais ne connaîtra pas un terme décisif. Tant que Kagame, qui joue ici le rôle de l'Afrique du Sud dans la guerre d'Angola, l'Afrique du Sud de l'apartheid, tant que Kagame n'aura pas eu au Congo sa bataille de Kwito-Kwanavale, où l'armée rwandaise, sous ses ordres, va perdre la guerre, parce qu'elle aura été taillée en pièces dans son projet d'agression contre le Congo, tant qu'il n'y a pas le Kwito-Kwanavale, c'est-à-dire la bataille de la grande défaite, la bataille du grand refoulement, il n'y aura pas la paix au Congo. Parce que la guerre au Congo est la condition de son exploitation par, c'est la condition de son exploitation par le capitalisme et l'impérialisme occidentaux. Écrivez ça. Écrivez ça. Ça, c'est la conclusion que j'apporte à cette affaire. Félix Tshisekedi n'est pas à la hauteur de la situation. L'alliance des has-been, Joseph Kabila, Katumbi et consorts n'est pas à la hauteur de la situation. Ils sont tous en allégeance avec l'OTAN, avec l'impérialisme occidental, ces gens-là.
Ils ne sont pas capables de faire face à Kagame parce qu'ils savent que Kagame et eux, en fait, d'une manière ou d'une autre, sont compatibles avec les plans de l'Occident pour le Congo. Il faut une émergence d'une force vraiment venue des entrailles de la conscience historique panafricaniste et révolutionnaire congolaise pour que les choses changent. Seule une telle direction, venue des entrailles et de la conscience historique panafricaine et révolutionnaire congolaise, sera capable d'opérer le changement géopolitique et géostratégique nécessaire à la libération du Congo. À ce moment-là, Paul Kagame aura l'équivalent de la bataille de Cuito-Cuanavale. C'est une bataille célèbre qui a lieu en 1987-88 entre le MPLA, Mouvement pour la libération de l'Angola, soutenu par les Soviétiques et les Cubains, et l'UNITA, soutenu par les racistes de l'apartheid, l'OTAN. D'accord? À la fin des années 80. La défaite massive de l'armée sud-africaine et de son supplétif l'UNITA va déterminer non seulement la souveraineté réelle de l'Angola, mais elle va déclencher la prise de pouvoir de l'ANC en Afrique du Sud, puisque la minorité blanche comprend qu'elle ne peut pas gagner par la guerre et qu'elle doit négocier. Quand la minorité rwandaise comprendra qu'elle ne peut pas gagner par la guerre, ceux qui vont gouverner à Kigali sont des gens qui vont négocier humblement la paix avec la République démocratique du Congo. Et je suis désolé pour les Congolaises et les Congolais, Félix Tshisekedi n'est pas l'homme de la situation. C'est un bourgeois comprador incapable de se hisser à la dimension de la révolution africaine. D'ailleurs, toute son activité comme président de l'Union africaine a été consacrée à conforter des régimes de bourgeoisie comprador. Président de l'Union africaine, rayonnement zéro Tshisekedi. Président du Congo, en tout cas, je ne sais pas pour qui il rayonne. Il est incapable de faire face à l'équation du Kivu. L'équation du Kivu est réservée aux futurs dirigeants révolutionnaires panafricanistes de la République démocratique du Congo. Écrivez ça. Tant que cette direction révolutionnaire panafricaniste n'émerge pas, le Congo, quant à lui, va continuer à agoniser. Et le peuple congolais a intérêt à se mettre à la recherche de ce leadership et à donner la télécommande du Congo à un leadership authentiquement révolutionnaire et panafricaniste. Ces Congolaises et ces Congolais existent. C'est le peuple qui ne les voit pas encore, ne les écoute pas encore et ne les suit pas encore. Et c'est le cas dans tous les autres pays africains qui sont dans des situations comparables. On fait semblant de ne pas voir qui peut inspirer, qui peut conduire, qui peut relever le pays. On fait semblant. Pourtant, on sait. On est là. D'accord? Voilà ce que j'avais à dire sur cette question. Je vais maintenant... La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.